C'est un grand plaisir d'avoir Roberto Olivi qui vient de Florence. On se connaît depuis quelque temps, bon, bien 30 ans. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un spécialiste des systèmes hors d'équilibre en particulier. Et il a fait des travaux très très connus sur la loi de Fourier anormale dont j'ai parlé l'an dernier. Et donc, il aurait pu parler de ça, mais il s'intéresse aussi beaucoup à l'enseignement. Et donc, il va nous parler de la façon dont on peut enseigner et apprendre la physique statistique hors d'équilibre. Il parle très bien l'anglais, l'italien bien sûr, et le français aussi. Donc, je crois qu'il va parler en français. Et merci beaucoup d'être venu. Merci, Bernard. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Alors, j'écris ce séminaire en anglais. J'espère que ceux qui ne sont pas francophones, il n'y a personne dans la salle peut même comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, je pense que même vous n'avez pas de problème à comprendre. Mais je parlerai en français pour ce séminaire. Donc, le titre du séminaire, quand je parlais avec Bernard du séminaire à donner, il m'avait vraiment poussé dans la direction de faire quelque chose qui regarde le problème d'enseigner, d'apprendre la physique statistique hors d'équilibre. Moi, j'enseigne beaucoup, parce qu'en Italie, il y a des échanges d'enseignement très forts. Et j'ai dédié, je dirais, beaucoup de temps à l'enseignement, et encore je l'ai dédié jusqu'à quand je vais à la retraite. Et j'ai passé pas mal de temps dans les dernières années pour comprendre comment enseigner un sujet qui n'est pas du tout évident, facile aux étudiants, qu'il est la physique statistique hors d'équilibre. Alors, et le point, c'est que moi, je suis même directeur d'un centre interdisciplinaire de mon université, et donc je suis de plusieurs années intéressé à trouver une manière de faire parler de communautés qui sont différentes, pas seulement les mathématiciens, les physiciens, mais aussi, disons, le biologiste, le sociologiste, psychologiste, etc. Et donc, on s'est rendu compte dans plusieurs années que les mécaniques statistiques ou la physique statistique hors d'équilibre, c'est une matière qui a un potentiel interdisciplinaire assez grand pour beaucoup de sujets, pas seulement dans les sciences, disons, dures, physique, chimie, maths, mais aussi dans les autres domaines de la connaissance. Et il y a des applications très intéressantes. Donc, la question est qu'enseigner des concepts de base, et même des méthodes, ce n'est pas du tout évident. Et ça, on l'a expérimenté avec les étudiants en physique, à lesquels je vais enseigner plus traditionnellement, mais même avec les étudiants qui viennent de différents domaines. Et quand on veut vraiment essayer de lier, pas seulement au niveau des recherches, mais aussi au niveau de formation, des gens qui viennent de différents domaines à ce type de sujet, l'effort est encore plus grand. Et donc, il faut vraiment comprendre s'il y a une manière efficace d'enseigner. Et le problème, je trouve, en plus, c'est que la matière en soi-même, elle est intrinsèquement difficile. Il y a des concepts qui ne sont pas évidents. Je pense que je ne suis pas là pour vous l'enseigner, mais pour vous faire comprendre qu'il y a des difficultés du côté des étudiants. Et donc, proposer ce type de matière de manière différente, ça peut donner des résultats tout à fait différents. Et en plus, disons, ce type de matière, je trouve, il y a quand même des problèmes de définition. Quand, disons, la physique statistique d'équilibre, il y a quand même en théorie bien établie, avec toutes les choses qui sont posées dans les bonnes propositions, la physique statistique hors d'équilibre, c'est un sujet assez grand. Et au même temps, il y a, disons, des difficultés, même du point de vue conceptuel, pour l'encadrer dans un cadre complètement cohérent. Et donc, il faut faire des choix. J'ai des collègues, par exemple, qui ont décidé d'approcher les problèmes du point de vue très formel, mais ça marche bien peut-être pour des mathématiciens ou pour des physiciens.
Mais normalement, on a vu, l'expérience nous a enseigné que c'est difficile d'enseigner de ce côté, avec ce type d'approche aux étudiants qui n'ont pas un background, une base, disons, qui est typique de la maths et de la physique. Même aux chimistes, il y a quand même des problèmes, même si on peut démarrer de certains sujets comme les réactions chimiques et donc expliquer à ce niveau beaucoup de choses, beaucoup de concepts, ce n'est pas évident. Donc, mais pour approcher ce type de problème, avec mon collègue Paolo Politi, qui est de CNR, l'Institut des systèmes complexes à Florence, on a décidé de lancer un survey, comment dire, un sondage, pour comprendre quelles sont les difficultés et de demander même aux enseignants et aux étudiants. Pour le moment, on a recueilli que plus que 400 réponses des enseignants et plus que 200 des étudiants. On est en train de continuer dans cette direction parce que rejoindre les enseignants, c'est plus facile que rejoindre les étudiants, donc il faut avoir des contacts et donc ça n'arrive pas jamais d'une manière assez, disons, efficace, mais quand même, on a reçu pas mal de réponses. Et ça, c'est un peu le résumé de ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, et on va continuer encore. Pour le moment, on a compris que la plupart des enseignants sont engagés dans des cours de mécanique statistique d'équilibre, mais l'ordre d'équilibre, c'est vraiment en partie assez réduit face à tous les domaines d'enseignement dans ce sujet. Je dirais l'estimation, c'est presque 25% dans les cours universitaires en physique, de ce type de matière. Et la chose qui est bizarre, c'est que la réponse est que la plupart de ces cours sont 50% basés sur une approche formelle, je dirais first principle, premier principe, et l'autre qui sont basés sur des cours qui fait des références à des exemples. On démarre des exemples, avec des exemples, on essaie de, disons, produire en connaissance, même en généralisation de certains concepts. Et donc, la plupart des étudiants, ils ont souligné des problèmes qui sont typiques. Je trouve que ce n'est pas un grand découvert, qu'est-ce que j'ai mis dans cette liste. Enfin, la plupart des étudiants, ils ont du mal à comprendre comment on peut passer par des méthodes à des applications. Même si on part des exemples, on a toujours le sentiment du côté des étudiants qu'enseigner des choses avec des modèles assez simples, c'est toujours quelque chose qui vient de choses qu'on peut appliquer. Bon. Ça, c'est une question qui n'est pas complète. C'est un sentiment, je pense que c'est pour les étudiants, mais c'est partagé par la plupart d'eux. Ça veut dire que, disons, l'enseignement n'est pas très efficace de ce point de vue. Et l'autre problème que les enseignants ils ont souligné beaucoup, c'est que la plupart des étudiants, et ça dépend clairement même du niveau de l'université, du niveau de cours, etc., ils ont du mal à avoir une base mathématique suffisante pour approcher ce type de problème. Mais ce n'est pas seulement une base mathématique, donc des techniques, mais c'est même, par exemple, dans la plupart des cas, comprendre la structure probabilistique de la théorie. Les concepts même de la probabilité ne sont pas du tout évidents. Ils ont d'accès facile pour la plupart des étudiants. Et en plus, disons, il y a du mal, même pour pas mal pas seulement des étudiants, mais même des enseignants, d'arriver à donner une compréhension de ce qu'on parle quand on parle de thermodynamique d'équilibre. Ça, c'est un sujet encore dur à enseigner. Donc, alors, moi, je voudrais continuer dans ce séminaire pour vous donner, bon, je pense, ça va être un peu, disons, pas de grandes nouvelles pour ceux qui connaissent les sujets, mais je voulais discuter ce type de sujet en démarrant de certaines questions, problèmes. Et je voudrais vous convaincre à la fin de mon exposé qu'on peut approcher d'une manière, je dirais, plutôt efficace l'apprentissage de l'enseignement et donc l'apprentissage de sites de matière si on démarre avec une approche qui fait référence à des exemples. Ça, c'est certainement, au moins selon notre expérience,
la manière plus efficace pour approcher ce type d'enseignement, même pour les étudiants qui ne sont pas des physiciens ou des mathématiciens qui sont spécialisés dans les sujets. Même si, je souligne encore une fois cette chose, au début, vous avez vu qu'il y a l'approche, disons, qui fait des références aux des exemples, et l'approche qui fait des références à un cours formel, ils sont partagés 50%. Mais selon ma expérience et les expériences des autres collègues, ça, c'est la manière plus facile d'approcher les problèmes. Alors, bon, voyons comment on peut discuter cette idée de question. C'est quoi la physique statistique hors d'équilibre? Donc, ce sont des systèmes qui sont faits normalement avec un grand nombre de degrés de liberté. Ce n'est pas nécessairement assez grand, quand même. Et donc, ils sont des constituants élémentaires de la matière. Par exemple, dans les systèmes thermodynamiques, on parle typiquement qu'on a un numéro d'Avogadro de particules, mais ça, ce n'est pas nécessaire du tout, qui vont évoluer dans des conditions hors d'équilibre. Et pour cette raison, il faut avoir des forces qui guident le système, et donc de sources et des courants qui vont passer à travers des systèmes. Il y a des exemples de tous les jours. Alors, un courant électrique qui passe dans un conducteur, il y a le mouvement convectif du vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a même des problèmes comme le métabolisme des organismes vivants et la dynamique du multi-agent dans les groupes sociaux. Ça, c'est pour dire que, disons, le sujet se peut tout à fait tranquillement étendre à des sujets qui ne sont pas nécessairement d'intérêt physique ou chimique ou mathématique. Donc, la question qu'il faut donner, le premier message qu'il faut donner aux étudiants, c'est que maintenant, contrairement à la physique statistique d'équilibre, on a le problème de comprendre l'évolution. Donc, le temps devient une quantité absolument fondamentale dans ce type de système. Et donc, même si on va décrire des situations hors d'équilibre qui sont transients, qui sont d'évolution stationnaire, etc., quand il y a, par exemple, des forces, des courants qui sont présents dans les systèmes, il faut donner au début, disons, le sentiment qu'on est en train de passer d'un... Parce que typiquement, les étudiants, ils ont déjà appris un cours de physique statistique d'équilibre, donc il faut leur faire comprendre quelle est l'importance d'introduire le concept du temps, donc d'évolution dans les types de systèmes. Et donc, la question qui n'est pas même évidente à la fin, c'est qu'aux étudiants, il faut quand même leur expliquer que le concept d'équilibre est important. Parce que pour comprendre certaines questions qui sont reliées, de base qui sont reliées à l'enseignement de la physique statistique d'équilibre, il faut faire référence à des concepts qui sont quand même reliés à l'équilibre. Typiquement, quand on espère présenter des méthodes qui se basent sur des méthodes perturbatives d'évolution qui est près de l'équilibre. Donc, on peut penser dans une situation dans laquelle on impose un petit gradient, soit disons, de potentiel chimique ou de température dans le système. Et si ce gradient est assez petit, on peut toujours considérer une description du système localement comme s'il est près de l'équilibre. Mais ce n'est pas exactement, c'est pratiquement à l'équilibre dans une région d'espace et dans une échelle de temps qu'il faut spécifier aux étudiants. Alors, comment approcher ce type de problème qui est fondamental? Donc, comment introduire le temps dans ce type de représentation? Alors, la première chose, c'est de proposer une description où les temps et l'espace sont discrets. Et donc, l'on introduit dans ce type de modèle les concepts de stochasticité, comme la présence d'une probabilité qui est la règle d'évolution est donnée par une révolution probabiliste. Alors, donc, un modèle qui est assez simple du point de vue pédagogique, c'est là, c'est le chemin aléatoire sur un anneau. Donc, on a un chemin qui peut être représenté comme ça. Et donc, vous voyez, il y a une probabilité R, taux R de passer de site I au site I présent, donc de se balader dans la direction contraire aux montres. Et vous avez une probabilité 1 moins R d'aller dans l'autre direction.
Alors, on peut, avec ce type de modèle assez simple, on peut tirer des conséquences du point de vue statistique dans la limite où le temps devient assez grand. Et il faut expliquer, par exemple, qu'on peut comprendre les comportements asymptotiques de ce type de système en regardant soit, disons, l'évolution du système de la limite où t tend vers l'infini, même on peut comparer avec un Moyen-Âge fait avec beaucoup des évolutions indépendantes l'une de l'autre. Donc, dans cette manière, on peut introduire un sujet, un concept qui est le concept d'ergodicité, mais qui s'est fait d'une manière assez simple, pas, disons, en rappelant tous les manips mathématiques qui arrivent de ça, mais ça donne même l'opportunité de présenter ce type de concept et peut-être dans le futur de rentrer dans le sujet et donc de retourner dans le sujet et de le présenter d'une manière mathématique plus générale, je dirais, plus efficace même pour le point de vue des applications de la compréhension du problème. Donc avec un modèle comme ça, on a déjà un exemple assez simple de ce type de situation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, avec ce type de modèle, on peut tirer aussi des conclusions intéressantes. On peut, par exemple, comparer l'équilibre avec l'ordre d'équilibre, parce que dans le cas asymétrique, où R est différent de 1,5, le chemin aléatoire, il a une vitesse qu'on peut tout à fait facilement tirer avec un argument qui est égal à 2R moins 1. Et donc, ça dépend certainement de la direction. Si R est plus grand ou plus petit qu'1,5, on se met dans la direction du montre, au contraire, on montre. Et donc, dans ce cas-là, on peut tout à fait tirer une conclusion facile pour les étudiants, on peut dire que chaque site dans ce réseau, il est visité après un temps qui est d'ordre n sur v. Donc, ça dépend seulement que de la quantité n et de cette vitesse v. Et on peut tout à fait montrer que la probabilité stationnaire pour des questions, pour des raisonnements tout à fait élémentaires de symétrie, doit être égale à PI star. Donc, il n'y a plus une dépendance du temps. La probabilité d'être dans un site I stationnaire est égale à 1 sur n. Et dans les cas d'équilibre, qui correspondent aux cas symétriques, la vitesse est 0, parce que R est égal à 1,5, et donc le chemin diffuse sur ce réseau. Il y a un mouvement de diffusion. Enfin, on peut tirer facilement la conclusion que chaque site pour visiter tous les réseaux, il faut entendre que l'ordre au chemin, il faut entendre qu'il y a de l'ordre 1 carré. Et donc, on retrouve dans cette situation, même en liaison avec les concepts de diffusion. Ça, c'est important parce qu'on peut introduire avec ce type de concepts les choses que je vais parler immédiatement après. Les propriétés de stationnarité de PI star dépendent de la parité de n. Ça, c'est une question un peu technique, mais d'une certaine manière, c'est important du point de vue même didactique pour faire comprendre que les choses ne sont pas, disons, assez simples, comme apparemment il semblerait. Ils ne sont pas simples parce qu'il faut même considérer ce type de questions, de la parité de n. Donc, on se demande si cette probabilité dépend ou pas, et on trouve qu'effectivement, ça dépend si n est pair ou impair. Mais si on prend une définition qui est, si vous voulez, c'est une sorte de définition qui est reliée à une définition d'ergodicité, parce que vous allez faire un moyen-âge dans les temps, avec la limite où les temps tendent vers l'infini, on trouve encore que la probabilité invariante, si vous voulez, la probabilité stationnaire, est égale à celle de l'ordre d'équilibre. Donc, ce n'est pas ce type de propriété qui peut vous donner une indication qui fait une distinction entre ces deux situations. Il faut faire attention. Ils sont nécessaires, on peut trouver les mêmes résultats, mais avec des conditions complètement différentes. Et bon, selon mon expérience, ce type de modèles sont très utiles pour introduire ce type de sujet. Enfin, on peut passer à expliquer un autre outil mathématique qui est absolument essentiel pour comprendre l'ordre d'équilibre, et donc décrire l'équation de maître
master equation, comme on dit en anglais. Et donc et ça, c'est un sujet que les étudiants, normalement, comprennent plutôt bien, parce qu'il faut leur expliquer qu'à la fin, on est là que pour faire des bilans. Donc, la probabilité que les changements de la probabilité au temps t présent face à la probabilité d'être dans les sites i au temps t est égale à... la différence est égale à un processus qui est la probabilité d'être au temps t dans les sites j et passer de j à i, et moins la probabilité d'être dans les sites i et de passer de j, dans le temps unitaire t à g. Et vous voyez, ça c'est vraiment faire un bilan. Enfin, c'est de dire, vous gagnez en probabilité si le système, s'il y a quelque chose, un chemin par exemple, ou un processus probabiliste qui amène de G à I, dans le site GI, dans l'unité de temps, mais vous avez en perte si vous allez de I à J. Donc, et ça donne même une approche simple pour expliquer quelles sont les conditions de stationnarité. On voit exactement que la stationnarité, ça veut dire que cette probabilité est invariante dans le temps. Donc, cette différence est zéro. Et donc, la condition de stationnarité se réduit seulement au fait que le bilan est complet. Mais ça donne aussi la possibilité d'introduire le concept de bilan détaillé. Et parce que si cette relation est zéro pour chaque couple IG, alors on peut expliquer de manière simple qu'on est en face de la situation qui correspond à l'équilibre. Mais si cette situation n'est pas vraie pour chaque IG, mais c'est vrai cette situation, vous n'avez que de l'évolution stationnaire et typiquement, vous êtes hors d'équilibre. Donc, ça correspond à imposer un concept qui est normalement bien compris pour les étudiants qui ont suivi des cours de base de physique, en particulier de mécanique, parce qu'il faut leur comprendre que cette petite relation correspond à une sorte de réversibilité temporelle du problème. Et quand ça correspond qu'en conditions stationnaires. Et donc, on peut utiliser ce type de concept pour le faire comprendre que si on peut trouver qu'un couple IJ dans un système dynamique décrit par ce type des équations discrètes dans le temps, continues dans le temps et discrètes dans l'espace des états, on peut le faire comprendre que si on trouve un couple IJ tel que cette situation n'est pas vraie, alors vous n'êtes pas à l'équilibre. C'est une condition suffisante pour expliquer ce type de problème. Après, c'est clair qu'il faut expliquer aux étudiants qu'il faut passer même pas seulement dans une description continue dans le temps, mais aussi continue dans l'espace. Ici, I, ce n'est pas, disons, l'I qu'on avait avant, I numérotait les états. Ici, c'est seulement les composants d'un vecteur vélocité, vitesse. Et donc, expliquer le mouvement brownien en 3 dimensions, c'est l'exemple typique pour introduire, continuer dans la même direction, introduire le concept de diffusion, mais même relier un modèle typiquement mathématique un peu à la physique. Et ça arrive tout à fait tranquillement parce que dans cette équation, alors, il y a des difficultés conceptuelles qui ne sont pas évidentes. Il faut leur convaincre avant tout qu'on peut ajouter une force stochastique. Quelle est l'origine de cette force stochastique? On peut la justifier en disant qu'enfin, cette force stochastique, c'est rien d'autre que le bruit thermique qui est introduit par les solvants dans lesquels la particule baryonienne évolue. Ici, il y a un dessin qui a été fait par Jacques Perrin en 1907, où il avait noté les positions des particules baryoniennes dans différentes positions dans les temps. Et ça, c'est l'exemple comment on a fait des expériments pour comprendre que les mouvements baryoniens avaient les propriétés prévues par une formule très importante qu'on peut tirer et donc expliquer de ce type d'équation assez simple, qui est cette formule-là. Cette formule dans laquelle, disons, cette quantité qui est reliée à la mémoire de processus aléatoires, si vous voulez, qui est reliée à le contenu physique de ce processus qui n'a pas de mémoire, enfin, parce qu'on met là une approximation telle que T moins T'. Delta, ça veut dire qu'on regarde que ce type de corrélation est différent de 0 seulement si T est égal à T'. Alors ça, c'est un autre sujet pas du tout évident pour les étudiants, parce que ça veut dire
que T moins T' sont égales. Il faut leur expliquer qu'à la fin, disons, si on regarde l'échelle du temps caractéristique de corrélation entre le bruit, cette échelle de temps, c'est assez petite face à l'échelle de temps typique du mouvement brownien, qui est m sur gamma. On peut le tirer tout à fait tranquillement dans la considération dimensionnelle dans ce type d'équation. Alors, si on est dans cette situation, on peut justifier ce type de décision. J'ai perdu pas mal de temps avec mes étudiants pour leur expliquer qu'on pourrait faire ce type de calcul en substituant ça avec un exponentiel qui décroisse avec en forme moins t sur tau, en refaisant les calculs, en faisant l'approximation, on peut se convaincre qu'à la fin, le résultat est bien. On arrive à ce type de résultat, mais même si la mathématique qui est impliquée est un peu plus difficile de cette forme. Donc qu'est-ce qu'on est en train de décrire là? On est en train de décrire une situation telle qu'il n'y a qu'un terme d'intérêt physique dans les modèles, c'est cette gamma, et qui comprend pas seulement le coefficient de friction de la particule qui se met dans le solvant, la masse de la particule, mais aussi cette chose-là qui est très intéressante, qui est très importante pour la physique, la température. Le système, la particule brownienne se trouve dans ce solvant et il se balade dans un équilibre thermique avec les solvants. Et donc, tous les systèmes sont en température T, donc il n'y a qu'une source des hautes d'équilibre. Bon, on est à l'équilibre du point de vue thermodynamique. Mais en même temps, l'évolution de la particule n'est pas évidemment quelque chose qui est statique. Il y a quand même un mouvement qui est relié à la particule. Donc, il faut ces types d'exemples, je pense qu'ils pouvons donner doucement l'habitude aux étudiants à comprendre que l'équilibre et l'ordre d'équilibre, ils ont des liaisons assez fortes, hein, même du point de vue transition, même du point de vue stationnel, etc. Bon, c'est un exemple assez, disons, standard. Donc, comme je disais, on peut décrire ça avec un modèle de diffusion dans lequel, disons, la distance typiquement du point de départ au point d'arrivée croisse avec la racine de temps. On peut utiliser même des modèles simplifiés sans se rentrer directement dans ce type de description avec l'équation de Langevin. Mais, disons, à la fin, on peut tirer tous de cette équation parce que c'est une équation je dirais simple, parce qu'elle est linéaire dans les variables vitesse. Et donc, du point de vue mathématique, il n'y a pas de grandes difficultés à expliquer ce type de sujet, même aux étudiants qui n'ont pas, disons, une grande formation en maths et en physique. En plus, disons, mais il faut faire un passage qui est très important, et ça, je trouve, c'est une chose qui est dure à expliquer aux étudiants, c'est comment passer à une description qui soit plus générale. Donc, comment arriver à avoir une description mathématiquement plus appropriée, je dirais, de celle de l'équation de Langevin. Donc, passer à les formalismes des équations différentielles stochastiques, dans lesquelles il faut introduire les concepts du processus de Wiener. Ce n'est pas, disons, une chose qui arrive comme ça aux étudiants, mais qui est décrit là par cette équation. Vous voyez, le problème, c'est comment traiter le problème de la différenciabilité du bruit dans les temps. Alors, donc, X est on peut dire, écoutez, si vous faites une comparaison avec l'équation de Langevin, vous pouvez comprendre qu'on peut, en généralisant, disons, le signifier même de cette quantité, qui n'est pas nécessairement vitesse, c'est un composant d'une variable d'état du système. Vous avez ici quelque chose qui est relié, si vous voulez, au terme de drift. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est relié à le phénomène de dissipation aussi, de freinage de la particule, qui s'est réduit à ce type de sujet, ce type de terme dans cette équation généralisée. Et après, vous avez quelque chose là qui est l'analogue de ce type de bruit, mais la chose importante, c'est que cette dt est migrée de cette position-là. Et si vous n'avez plus un dt, vous avez une autre chose qui est définie par cette équation. Et si vous voulez, il faut leur expliquer, donc leur justifier qu'à la fin, ce terme-là, c'est quelque chose qui a la propriété d'être quelque chose de proportionnel à la racine carrée de dt.
Et ça, ce n'est pas une chose qui arrive immédiat aux étudiants. Hein. Il faut leur expliquer de manière très soigneuse. Et donc, pour ceux qui voulaient aller dans la direction d'une approche mathématique plus efficace, il faut leur expliquer qu'il y a deux approches différentes. La description des classifications stochastiques, l'approche d'Ito et de Stratonovich, et pourquoi il faut choisir un plutôt que l'autre, ce n'est pas une chose évidente, et donc il faut rentrer dans ce sujet de manière appropriée. Et là, il faut convaincre qu'il y a deux avantages, comme je disais avant, très importants avec l'approche des équations stochastiques. C'est qu'on peut approcher le problème de la différenciabilité de ce terme de bruit. Et ça, ce n'est pas du tout un problème, comme je disais avant, évident. Mais l'autre chose importante, c'est que vous pouvez dériver par cette équation en général, une équation pour l'évolution de la probabilité, comme Bernard l'avait montré dans les cours qu'il avait donnés ce matin. Et donc, une équation qui décrit une distribution de probabilité qui évolue dans le temps. Et cette distribution de probabilité est reliée à une quantité, une variable d'état qui peut être un vecteur dans un espace de dimension n'importe quoi. Ça peut être en vitesse de la particule brownienne. Et donc, vous avez une densité de probabilité que la variable d'état x prend ses valeurs, x autant t. Et ça, on arrive, avec des passages mathématiques qui ne sont pas du tout évidents, il y a 3 fois, au moins, à ma connaissance, 3 différentes manières de dériver cette équation. Et normalement, la plus efficace pour les mathématiciens, c'est l'équation de Kolmogorov. Ce n'est pas la plus évidente pour les étudiants. Il faut le faire de manière beaucoup plus, si vous voulez, à la main, hein, je dirais. Mais normalement, si on veut vraiment donner un goût de l'importance formelle de ce type d'approche, il ne faut pas renfermer à faire seulement un exemple. Il faut leur montrer qu'il y a différentes manières d'arriver à cette équation. Et il y a une manière qui est certainement plus rigoureuse que les autres. Mais en même temps, on arrive au même résultat. Donc, le rigueur mathématique est très important, sans doute, mais d'une autre manière, il faut donner aux étudiants le goût qu'il y a un contenu physique dans les problèmes, qu'il y a quelque chose de pratique qui peut être utile en comprenant ce type de questions. Donc, on arrive à cette équation que je pense la plupart de vous connaissent, mais pour leur expliquer, il faut leur montrer peut-être en petite représentation comment ça va évoluer ce type de densité de probabilité pour la position d'une particule brownienne. Ça, avec cet exemple, on comprend bien qu'il y a le contenu de l'équation. On voit bien que ici, vous démarrez dans une situation dans laquelle la particule est concentrée en 0. Après, disons, il se déplace avec la vitesse v0 et pendant le temps qui croise, il se déplace et ça va agir de plus en plus. Donc, on peut comprendre le principe de mouvement qui est un mouvement balistique au-dessus duquel il y a un mouvement diffusif. Et ça, j'ai vu que, bon, même pour ceux qui n'ont pas, disons, une expérience en formation mathématique assez forte, ce type d'exemple, ça donne beaucoup d'inspiration. On peut comprendre bien certaines questions, même fondamentales du problème. Il faut discuter un peu du bruit. Le bruit, pour les étudiants, c'est quelque chose qu'on a ajouté. Qui c'est le bruit pour certains étudiants? On te répond, c'est M. Langevin qui un jour a dit il y a le bruit thermique, on le met là dans cette équation, c'est fini. Non, ce n'est pas exactement ça, c'est une manière de représenter qu'est-ce qu'on ne connaît pas, mais en introduisant des concepts de probabilité stochastique dans l'évolution du système. Donc vous avez des forces qui agissent sur une échelle complètement différente par l'échelle typique du temps et d'espace de votre particule, qui peut être la particule brownienne. Et donc, il faut comprendre pourquoi il faut utiliser le bruit d'une manière additive. Est-ce que c'est la seule manière? Alors, du point de vue pédagogique, ce n'est pas la situation, parce qu'on peut leur montrer tout à fait tranquillement qu'on se va écrire l'équation de Langevin, pas pour la vitesse de la particule, mais pour sa énergie. On trouve immédiatement, de manière formelle, que le bruit ce n'est pas seulement additif, parce que ça dépend de l'état d'énergie du système. Alors ça, c'est un exemple aussi intéressant pour leur introduire le concept de bruit multiplicatif. Ça, c'est le cas plus général, parce qu'enfin, on s'entend même que le bruit pourrait dépendre même de l'état physique de votre système. Donc,
C'est un exemple très important, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que pour la plupart des gens, ils pensent que le bruit, c'est quelque chose qui est totalement relié à la particule brownienne. Non, le bruit, c'est une question très profonde, même du point de vue conceptuel, je dirais presque philosophique. Comment l'introduire? Alors, il faut leur expliquer que ce n'est pas la seule manière. Par exemple, pour des chimistes, le bruit, c'est quelque chose qui est relié même aux fluctuations du système qui sont reliées à la finitesse du système. Le système est fini, donc vous avez des fluctuations qui sont reliées au fait que vous avez peut-être des fluctuations de nombre de particules, etc., qui rentrent dans le système. Ce n'est pas seulement en force thermodynamique, thermique, mais ça peut être quelque chose d'autre qu'on peut tirer par des méthodes mathématiques qu'il faut leur expliquer d'une manière soigneuse. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails du sujet, mais enfin, par exemple, expliquer qu'on peut utiliser des techniques mathématiques telles qu'on peut rapprocher ce type de problèmes, je trouvais que c'est très important pour les étudiants, pour comprendre même ce type de concept à un niveau plus haut, même plus formel. Ça qui m'a donné vraiment le goût d'avoir fait quelquefois un bon travail, c'est qu'enfin, j'ai vu des étudiants qui ne sont pas des maths, pas des physiciens, qui sont arrivés à comprendre à travers de ce type d'exemples des questions, même écrites dans des articles de recherche, dans lesquels ce concept rentrait comme clair, mais qu'ils ont compris immédiatement les points. Et ça, normalement, ça n'arrive pas si on ne donne pas des exemples suffisants pour comprendre l'exemple, mais en même temps l'habilité d'abstraction, de généralisation du concept. Ici, on le trouve de manière facile. Ce n'est pas évident. Il y a des méthodes, pas pour expliquer quelle est l'expansion de Kramers-Moyal, mais il y a des méthodes pour leur expliquer à un niveau simple, si on introduit par exemple des équations de rate en chimie, comment on peut tirer les problèmes du bruit qui est généré par des fluctuations qui ne sont pas dues à un bain thermique standard, mais qui sont peut-être même d'origine interne au système, quand vous avez des fluctuations de volume ou des autres types de quantités. Bon, une autre question, si on rentre réellement dans la physique statistique ou d'équilibre, c'est la théorie de la réponse linéaire. Ça, c'est un sujet très délicat. Quand on rentre dans cette question, les étudiants, on commence à te regarder d'une manière un peu... Qu'est-ce qu'on parle de quoi? Linéaire, bon... Alors, il faut leur comprendre une chose tout à fait simple. Le point de départ, c'est qu'on considère un système perturbé. Donc, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est un système perturbé. Vous allez faire une perturbation et vous vous posez la question, si je fais une perturbation, comment ce système répond à cette perturbation? Alors, donc, il faut introduire les concepts dans force thermodynamique, qui est la perturbation, qui est dépendante de temps. Et les schémas typiques, pour le faire expliquer, c'est quelque chose que vous avez allumé au temps moins infini. Vous arrivez à un certain temps zéro, qui est un temps de référence qu'on peut choisir comme on veut. Après, vous éteignez la perturbation et vous demandez qu'est-ce qui se passe dans le système. Comment le système relaxe. Bon, une fois qu'on a expliqué ce type de concept qui n'est pas du tout évident, je dois dire, il y a différentes manières de le faire. Moi, je trouve, par exemple, si on l'explique déjà au niveau classique, en considérant la perturbation des systèmes hamiltoniens classiques, on pourrait certainement le généraliser au système quantique, etc. Mais si on rentre à ce sujet avec les langages quantiques, vous excluez immédiatement une bonne partie des étudiants qui n'ont pas en base suffisante de maths, mais la plupart connaissent plus ou moins bien, disons, le système hamiltonien, classique, etc. On peut présenter ce type de sujet et donc on peut leur expliquer qu'avec une approche perturbative, on peut vraiment décrire quelque chose qui est relié à comment une force thermodynamique généralisée, qui est cette perturbation, peut agir sur un système et l'amener hors de l'équilibre. Et les centres de toute la question, c'est de leur faire comprendre ces types d'équations. C'est une équation apparemment évidente pour la plupart du monde qui connaissent ce type de sujet, mais qui n'est pas du tout évident pour les étudiants en général. Alors, cette équation, on l'a peut tirer d'une manière mathématique, avec l'approche que je disais avant. Ce n'est pas tout à fait difficile, le calcul de la dérivation mathématique, si on démarre d'une théorie perturbative hamiltonienne, ça arrive avec 3 à 4 passages.
Mais la question, c'est qu'ici, on a deux choses complètement différentes d'un côté à l'autre. Et ça, il faut le justifier aux étudiants. Parce que là, vous avez une chose qui est essentielle. Ça, cette chose, ce n'est pas important parce que vous n'avez pas de la peine pour le convaincre que vous pouvez toujours considérer les valeurs moyennes d'un observable à l'équilibre égale à 0. Bon, c'est rejeter les valeurs de la quantité, ce n'est pas un problème. Mais ici, vous avez deux choses différentes. Ici, vous avez une fonction de corrélation dépendant de temps à l'équilibre. À quel équilibre? À l'équilibre du système imperturbé. Et ici, vous avez les valeurs moyennes d'un observable moyennées où? Ce n'est pas moyenné à l'équilibre. Il faut le souligner que c'est un moyennage sur les perturbations du processus aléatoire. Donc, c'est deux différentes manières de moyenner. Et donc, on les peut mettre en relation l'une avec l'autre. La conséquence de cette relation est fondamentale du point de vue de la physique statistique d'équilibre, parce que ça veut dire, si vous voulez, c'est la base d'un concept qui a été exprimé par M. Zager plusieurs fois. Donc, c'est la relation de fluctuation de dissipation, de régression, si vous voulez, c'est le fait que la manière dans laquelle un observable relaxe son valeur d'équilibre, qui est donnée par cette équation de corrélation, est la même d'une fluctuation produite par une perturbation sur le système. Et ça, du point de vue conceptuel, une fois qu'on l'a accepté, bon, on dit, bon, c'est vrai, et on continue dans ma vie, je vais avant. Mais pour les étudiants, c'est une chose qui n'est pas du tout évidente. Pas du tout. Donc il faut vraiment dépenser pas mal de temps pour leur faire comprendre ce point d'une manière, disons, efficace. Alors, après, question, qu'est-ce qu'on fait avec la réponse linéaire? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc il faut donner des exemples. Il faut leur convaincre, par exemple, et ça, ce n'est pas difficile à faire, qu'on peut tirer une équation très importante parce qu'on peut trouver le coefficient de diffusion de la particule brownienne avec ce type de quantité qui est la même que j'avais mis là, spécialisée au cas dans lequel VI est la vitesse, la composante IM de la vitesse de la particule brownienne. Et donc, arriver à ce résultat, c'est très facile. Et il faut comprendre immédiatement que vous avez une manière, avec ce type d'approche, pour estimer des quantités qui ont une valeur physique. Et en même temps, il faut, et ça, disons, le passage de cette formule à l'autre, ce n'est pas du tout évident, il faut du temps pour arriver, mais quand même, il faut leur comprendre qu'on peut généraliser ce type de situation. Si on rappelle, et ça je ne l'ai pas mis dans mes transparences, mais si on rappelle qu'enfin l'équation de Fokker-Planck qu'on avait écrite avant, c'est une équation de continuité qui décrit l'évolution d'un courant de probabilité. Ou d'un courant physique, ce n'est pas nécessairement... probabilité de langage mathématique, c'est quand même un courant physique. Et donc, si vous avez des courants, comme vous avez la vitesse de particules browniennes, vous avez des courants totaux dans le système, vous pouvez tirer des indications sur les coefficients de transport généralisés du problème. Exactement en utilisant ce type de formule-là, qu'on peut, disons, on peut soit computer exactement dans des modèles simples, soit estimer, soit, disons, mesurer numériquement. L'exemple, c'est clair que quand je vais enseigner, j'aime les exemples qui sont plus proches à moi. L'exemple typique, c'est celui de, disons, de la transmission de chaleur entre deux sources thermiques à différentes températures. C'est un bon exemple pour leur expliquer qu'il faut toujours mettre des gradients assez petits parce que la réponse linéaire soit valable. Sinon, vous avez des phénomènes qui ne sont pas évidents à considérer. Et après, donc, on faut prendre des modèles simples. Il faut leur comprendre en même temps que les modèles plus simples, ceux des oscillateurs harmoniques, enfin, n'amènent pas, comme a été démontré par Leibowitz, c'est Rieder, Leibowitz et Lieb, assez de temps avant, que dans les cas harmoniques, vous avez quelque chose d'inattendu parce qu'il n'y a pas vraiment de la diffusion dans les systèmes. Parce que vous avez un système qui est complètement intégral, qui peut transporter balistiquement n'importe quelle perturbation. Donc ça donne même, ils ont un exemple dans lequel il faut réfléchir. Il faut penser que même si les modèles sont intéressants, ils enseignent même aussi beaucoup de choses qui ne sont pas seulement confirmation de ce qu'on attend de trouver, mais même des choses qui t'amènent loin de la conclusion. Parce que si vous prenez les modèles plus simples, j'insiste, vous ne trouvez pas la loi de Fourier. Vous ne trouvez pas la diffusion, disons, le phénomène diffusif.
Alors, il faut mettre des autres ingrédients. Ça donne un peu l'idée, le goût aux étudiants que le problème, ce n'est pas du tout facile à approcher. Donc, mais si on veut décrire ça, il faut discuter même des concepts comme l'existence d'une condition d'équilibre local. Parce que si vous n'avez pas une condition d'équilibre local ici, vous ne pouvez même pas parler d'un gradient de température, parce que la température n'est pas définie. Et si vous voulez introduire localement, si vous voulez introduire même les concepts de thermodynamique comme l'entropie ou des autres choses de ce type de système, il faut justifier cette affirmation parce que vous avez localement une situation qui est très près de l'équilibre. Si vous êtes très hors de l'équilibre, vous pouvez pratiquement rien dire. Oh, il faut des autres outils pour comprendre le problème. Et ça, c'est très important parce que les étudiants, parce que c'est une manière de justifier pourquoi on peut introduire les mêmes concepts de thermodynamique d'équilibre comme l'entropie dans ce type de description. Parce qu'enfin, on peut parler des taux de production d'entropie dans un état hors d'équilibre quand vous avez un courant qui passe à travers votre manip, là. Hein, parce que vous savez que S, localement, c'est la même S de l'équilibre. Sinon, qu'est-ce qu'il est S? Dieu sait qu'il est, bon, dans d'autres cas. Mais dans ce cas, vous savez que vous pouvez utiliser les mêmes formules de l'équilibre, donc pensez à l'entropie comme une chose qui dépend du temps. Pas l'entropie, disons, d'équilibre, qui est une propriété asymptotique. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez même tirer comment computer, par exemple, faire une computation explicite de coefficient de transport de la conductivité thermique à travers les fonctions de corrélation de la courant totale dans le système. Bon. Autre problème, je m'excuse, mais je ne voudrais pas vous déranger. Bon, d'accord. Alors, une autre question qui est très importante, même pour les applications, sont les stations de phase hors d'équilibre. Alors, ça, c'est un autre sujet qui est normalement présenté, même dans des bouquins qui sont très bien écrits, je trouve, mais qui sont spécialisés au sujet. Et on trouve même des introductions très intéressantes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut utiliser toujours des exemples sans pour le faire comprendre aux étudiants qui sont les questions de base, qui sont les questions comme on peut approcher avec des modèles simples et espérer de trouver une manière de généraliser ces types de concepts. Alors, un modèle que je trouve c'est un des plus faciles pour introduire l'idée de transition de phase hors d'équilibre, c'est le modèle de la percolation dirigée. Ou, si vous voulez, dans la version on peut parler du modèle de Domani-Kinzel. Le modèle est tout à fait simple à décrire parce que vous avez le temps, va descendre dans cette direction. Et donc, la percolation dit un phénomène qui est le même quand vous mettez de l'eau sur le café. Vous entendez que l'eau passe à travers le café. Il y a deux situations. L'eau qui passe, donc vous avez le café. L'eau qui ne passe pas parce que la poudre est trop pressée, et donc vous n'avez pas de café. Donc notre phase est café, pas de café. D'accord? Et donc c'est ça. Alors cette chose, ça amuse beaucoup les étudiants qui, certaines fois, s'amusent un peu, à rigoler sur cette question, parce que sinon, après 2 heures d'enseignement, ils deviennent un peu fatigués. Donc on peut leur montrer des petites choses, des petites figures de films sur le sujet. Mais à part ça, c'est un peu, relaxante, on peut rentrer sur le sujet et leur expliquer, écoutez, alors vous mettez ici un particule qui est vivant, ou si vous voulez, vous avez des sites qui sont vides, celles qui sont blancs. Le noir, il y a une particule d'eau, si vous voulez, qui passe à travers un moyen qui est poreux. Et donc, vous avez des règles d'évolution stochastique, comme on avait introduit dans les autres situations. Vous avez la probabilité que quand un des deux sites, l'un proche de l'autre, il est occupé, vous avez dans le temps suivant en probabilité P que le site suivant va être occupé, mais cette probabilité est la même, n'importe quelle est la position du site qui est occupé, soit à droite, soit à gauche. Après, vous avez un autre paramètre qui vous dit que si les deux sites, un proche de l'autre, sont occupés, quelle est la probabilité que l'autre site, à temps suivant, est occupé. Donc ici, vous voyez, la chose importante à leur faire comprendre, c'est que si vous avez 2 sites vides, ils donnent avec probabilité 1 un site vide. Et ça, c'est une question très importante parce qu'il faut dire immédiatement que s'il y a une transition dans l'évolution stationnaire de ce type de système,
Ça, c'est certainement une transition hors d'équilibre. Pourquoi? On a leur expliqué que les bilans détaillés doivent être valables pour l'équilibre. C'est clair que ce type d'évolution ne peut pas amener vers une relation de bilan détaillé, parce que si vous avez une configuration qui est complètement vide, vous ne sauterez jamais. Vous restez vide. Donc, il y a une probabilité, si cette petite probabilité P et Q sont assez petites, on peut tout à fait facilement comprendre que ce phénomène de percolation n'arrivera jamais au but, jusqu'à l'autre côté, disons, du réseau. Il s'arrêtera dans certains points, et s'il s'arrête, donc tous les sites sont vides, rien ne passe. Toute l'histoire suivante sont des sites vides. Donc, vous ne revenez jamais en configuration qui était immédiatement anticipatrice de du fait que le système est complètement vide de particules. Et la probabilité d'arriver à ce type de situation est finie pour des valeurs de P et Q données. Donc, dans la transition de phase, enfin, en la décrivant d'une manière plus, disons, claire, c'est que vous avez en phase qui est wet, en phase qui a une densité des sites occupés finie, et en phase dans laquelle il n'y a que du vide. Okay? Alors, le diagramme de phase, on peut le décrire de ce type de modèle de manière, je dirais, même du point de vue qualitatif, assez facile. Il faut leur comprendre qu'ici, vous avez le paramètre Q de la probabilité que deux sites occupés dans un site occupé. Ici, vous avez la probabilité qu'un couple de sites occupés, pas occupés, dans un site occupé. Et vous avez en ligne de transition qui vous fait comprendre que ces PQ sont suffisamment grands, vous avez en phase active, et si ces PQ sont assez petites, suffisamment petites, au-delà de cette ligne, si vous voulez, la sorte de site des systèmes, c'est de s'évider, toujours. Il y a des différents types de règles qui, dans cette diagramme de phase, correspondent à ce qu'on appelle side bond, variable percolation. Je ne vais pas rentrer dans ce type de questions. La seule chose importante, c'est de leur faire comprendre que sur toute cette ligne, il y a des propriétés de la transition de phase qui sont reliées à des propriétés universelles, comme dans les cas, on espère que les étudiants ont déjà des informations de ce point de vue de la mécanique statique d'équilibre, telles que il y a des exposants critiques qui décrivent le comportement du système sur toutes ces lignes, sauf ce point-là. Ce point-là fait exception. Hein? Ça, c'est intéressant parce que, disons, ça rappelle quelque chose qui a déjà été rencontré normalement par les étudiants dans les transitions d'équilibre. Et vous avez ici une phase qui est complètement différente du point de vue exposant critique face à tout ce qui se passe sur cette ligne-là. Je dirais, dans ce cas-là, c'est plutôt utile de montrer aux étudiants comment les différents types de réseaux on peut trouver quand on va changer la valeur de P. Donc, vous voyez qu'il y a de différentes manières de remplir, donc de percoler à travers le système. Et cette situation-là, c'est celle de point exceptionnel où vous avez une percolation dirigée compacte. Parce que quand vous allez créer une région qui est occupée, toute cette région reste toujours occupée dans les temps qui suivent. Parce que c'est clair qu'avec Q égale 1, vous avez exactement une situation pareille. Après, on fait passer à les formules en utilisant des analogies avec les cas d'équilibre. Mais la chose importante à leur faire comprendre, c'est qu'en général, il y a dans les transitions de phase hors d'équilibre, comme on avait discuté au début, si vous voulez, dans le cours dans lequel on parle de l'ordre d'équilibre, vous avez un nouvel ingrédient, le temps, encore une fois. Dans les cas d'équilibre, vous avez des paramètres de contrôle et donc des paramètres d'ordre comme l'alimentation dans les systèmes de magnétisation, le modèle d'Ising, etc., au modèle d'Eisenberg. Ici, vous avez des paramètres d'ordre comme la densité de sites occupés ou la probabilité de survivre par un pattern qui évolue. Mais en même temps, au point critique, vous avez un autre
quantité très importante, qui est la masse moyenne de clusters qui se forment. Et ça, c'est une chose qui dépend explicitement du temps, et c'est relié à un comportement loi d'échelle qui dépend du temps. Donc, encore une fois, le temps rentre d'une manière explicite dans la description du problème, et il amène des informations très importantes. Enfin, si on regarde ce type de figure, cette quantité que j'écris là, la fonction de corrélation temporelle et spatiale, on peut tout à fait leur convaincre qu'ils sont reliés à la taille typique en vertical et en horizontal de ce type de cluster, près de le point critique, près de la ligne critique. Et donc, une autre chose importante, c'est de leur montrer que, comme dans les cas d'équilibre, on a des relations de hyperscaling qui peuvent relier tous les exposants qui sont écrits là dans la même formule. Okay? Parce que ça, c'est relié au fait que vous êtes en phase d'une transition de phase continue, donc vous avez des relations qui sont des conséquences seulement de l'analyse dimensionnelle des quantités qui rentrent dans les problèmes. Bon, je laisse faire ces choses. Donc, une chose qui est importante même, c'est de leur faire comprendre s'il y a vraiment un concept semblable à la classe d'universalité qu'on avait trouvé dans les cas d'équilibre. On peut parler de classe d'universalité dans le système hors d'équilibre. Alors là, le problème est pas du tout évident. Si vous voulez, disons, le modèle d'Ising a plus ou moins été compris, entre guillemets, parce que Ising en 3 dimensions, c'est encore quelque chose, bon, pas évident. Mais hors d'équilibre, déjà, ce type de modèle qui apparemment est simple, disons, il n'y a pas que des estimations des exposants critiques, il n'y a pas qu'une solution exacte. Donc, c'est clair que l'ordre d'équilibre, normalement, il pose des problèmes techniques qui ne sont pas encore résolus, mais à ce niveau-là. Mais, donc, enfin, on peut quand même mesurer les exposants du point de vue numérique, et après, on a même des prédictions théoriques faites avec une théorie des champs moyens. Alors, ici, j'ai trouvé qu'introduire le concept des champs moyens, c'est très utile pour les étudiants. À ce niveau-là, leur convaincre que vous avez un champ moyen dans le cas d'équilibre, on peut même faire référence à ce type de concept en écrivant une sorte d'équation efficace pour l'évolution dans le temps de la densité, pour un des paramètres d'ordre de la densité des particules. Et vous voyez que ce type de relation, ça vous dit rien d'autre que vous avez une probabilité que si vous avez un site occupé et un site qui n'est pas occupé, ρ, 1 moins ρ, lambda, c'est le taux qui produit un site occupé au temps suivant. Et ici, vous avez un autre terme qui vous dit que vous avez quelque chose qui dépend de ρ carré. D'accord? Donc, vous avez les deux sites occupés et ça vous donne... C'est relié à la probabilité de produire un site occupé au pas suivant. Mais cette équation, c'est tout à fait simple, qui ne peut pas donner aucune idée de comportement d'échelle, donc des exposants critiques du problème. En plus, on peut même ajouter à cette équation des autres ingrédients qui ont été déjà rencontrés. Donc, on peut mettre même en termes de diffusion, parce qu'à la fin, il y a de la diffusion dans les systèmes. Si on veut décrire une équation efficace pour décrire le modèle de la percolation dirigée, et même vous pouvez mettre là le bruit. Le bruit, c'est relié, disons, à la structure stochastique de l'évolution du problème. Et donc, vous pouvez convaincre les étudiants qu'à la fin, on peut introduire ces bruits d'une manière additive, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Pas beaucoup, parce que tout ça, ça vous amène, si vous allez faire une analyse, à trouver que des exposants de champs moyens. Mais on peut utiliser ce type de concept pour montrer aux étudiants qu'à la fin, on peut utiliser le concept de dimension critique supérieure qu'on avait déjà trouvé dans le cas d'équilibre dans ces types de sujets, parce que l'analyse de cette équation vous dit que pour dimension critique égale à 4, donc au-delà de cette dimension, les exposants de champs moyens sont exacts dans ce type de modèle. Et donc, ça, c'est un concept qui est important pour les étudiants. C'est quelque chose qu'on pense qui a été donné, mais ce n'est pas du tout évident pour leur expliquer ce type de questions. Et donc, on peut tirer avec une mathématique qui n'est pas assez difficile ce type de conclusion.
Je pense que vous connaissez bien ce type de sujet. Je pense que Kanaï va vous autres, dans son cours, il a certainement parlé de ça. Ça, c'est un modèle très important du point de vue pédagogique, même, parce qu'on peut comprendre tout à fait d'une manière simple un modèle qui est simple, mais qui en même temps, il montre un diagramme de phase qui est vraiment très intéressant et d'une certaine manière compliqué. Donc, ça, du point de vue pédagogique, c'est important parce que les étudiants ont le goût de voir un modèle qui est relativement simple, mais quand même qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui est vraiment, disons, complètement pas évident. Et pour les tirer des conclusions, ce n'est pas du tout évident. Il y a une loi d'évolution, donc je pense que la plupart du monde le connaissent, donc je ne rentre pas dans les lois. La seule chose importante à dire pour les étudiants, c'est de leur faire comprendre qu'ici, dans les bulk, dans le réseau, il y a une dynamique qui est reliée seulement à les sauts de particules dans les sites vides, si on démarre dans un site qui est occupé. Mais les choses importantes sont le taux d'introduction des particules à gauche et de perte de particules oui, à gauche et à droite. Je m'excuse parce que ma gauche et la droite et vice-versa. Alors, je parlais d'un diagramme de phase complexe. Vous voyez qu'enfin, on peut faire tous les calculs. Les calculs mathématiques de ce type de modèles ne sont pas assez difficiles, mais il faut les faire d'une manière soigneuse. Il faut leur montrer qu'il y a une manière de représenter la dynamique avec des arguments de type champ moyenne, et donc montrer qu'il y a une sorte de map qui dépend de paramètres, etc. Mais à la fin, il faut leur faire comprendre comment construire ce type de diagramme de phase. On trouve vraiment un exemple, je trouve pédagogiquement très intéressant, parce que vous avez une situation dans laquelle vous avez une phase de densité de basse densité, en phase de haute densité, et vous avez une phase ici avec alpha et bêta plus grand qu'un demi, qui est des courants maximales. Donc, expliquer tous les détails de ce type de modèle, je trouve, c'est du point de vue pédagogique très important. Et il aide beaucoup aux étudiants à comprendre ce type de système, et leur faire comprendre qu'enfin, on est en train de voir un système hors d'équilibre, tout à fait, parce qu'enfin, dans les phases stationnaires, on a un courant de particules qui se baladent de gauche à droite. D'accord ? Donc, ça arrive d'une manière tout à fait particulière. Mon temps, je pense que c'est presque à la fin. Il y a beaucoup d'autres exemples auxquels il faut faire référence. Par exemple, si on démarre des problèmes d'intérêt pour la physique et la chimie, on peut penser d'introduire les concepts de croissance, surface, roughening, donc corrugation de surface, etc., en démarrant par des exemples physiques. Par exemple, ici, vous voyez comment est fait la propagation de domaines dans un système qui est cobalt-platinum, qui est guidé par un champ magnétique extérieur. Vous voyez que vous avez une corrugation de... Alors, expliquer des sujets... on peut continuer avec des autres exemples qui font référence à coarsening, donc le phénomène de séparation de phase, qui est intéressant pour les chimistes et même pour les formations de patterns, par exemple pour la formation de patterns dans des mixtures de différentes choses. Donc, mais il faut dire que, ça je l'ai mis à la fin de cet exposé, parce que pour dire qu'on peut vraiment procéder dans plusieurs directions, à la fin, disons, avec ce type de concept de base qu'on avait introduit, on peut les rendre de plus en plus, disons, mathématiquement, avec des autres ingrédients qui pouvant approcher différents problèmes, et donner donc aux étudiants le goût qui, en décorant un peu, disons, ce type de théorie, on peut vraiment approcher des problèmes complètement à différents niveaux. Et ce n'est pas seulement ça, parce qu'à la fin, disons, par exemple, dans des cours que j'ai donnés à des biologistes, j'ai fait des choses très simples, mais j'ai essayé même d'expliquer comment on peut appliquer cette chose à la dynamique des populations, etc. Et je dirais que je m'arrête là, parce que si vous avez des questions, merci.